Il y a de cela 21 ans depuis l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, qui a été assassiné dans sa résidence officielle au Palais des Marbres à Kinshasa le 16 janvier 2001. Et plusieurs personnes cherchent à savoir la vérité sur ce qui s'est passé réellement. Bonjour à tous et bienvenue à suivre 15 minutes magazine. Sur ce plateau, nous allons accueillir quelqu'un qui a lutté avec M. Laurent Désiré Kabila, quelqu'un qui a été accusé, il est présumé accusé de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, et nous allons l'accueillir sur ce plateau pour nous donner sa version des faits, pour nous dire ce que lui sait sur ce qui s'est passé à Kinshasa. Monsieur, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Je m'appelle Pascal Marégan, préfet, comme on m'appelle communément pour l'avoir exercé pendant longtemps. Vous étiez préfet d'une école qui a une grande réunion. Comment vous êtes retrouvé ces dossiers? Oui, voilà, c'est ça l'histoire, hein, c'est l'histoire. Je suis content de pareilles questions puisqu'il faut que les gens sachent que réellement il y a eu des innocents qui le sont toujours dans cette histoire. J'étais préfet d'une grande école. Et avant cela d'autres écoles. Et pendant longtemps, il y a eu une révolution conduite par M. Laurent Désiré Kabila, puisque ça ne sert plus à rien de trop raconter de comment a été le régime à l'époque. Il y avait beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. C'est plus tout le monde qui voulait que ce régime change. Vous le vouliez? Je le voulais bien puisque nous étions tous touchés par ce système qui ne nous donnait plus ni la sécurité, ni l'alimentaire, ni la santé. Plus rien vraiment, on était vraiment malheureux. C'était un régime qui avait déjà clochardisé tout le monde. Et je reste tout le monde, si vous étiez encore trop jeune à ce temps où vous n'existiez pas encore, mais c'est tout le monde qui plairait ce régime. C'est ainsi que nous avons adhéré dans le mouvement qu'on a appelé AFDL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, qui était conduite par M. Laurent Désiré Kabila. Lui-même a beaucoup travaillé et presque tous les États avaient compris qu'il fallait qu'on ait avec lui, qu'on change les choses. Et effectivement, on a changé les choses. Le régime de Mobutu a cessé et M. Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir. Et nous avons pu travailler dans ce régime. D'abord, on était formés comme cadre politico-militaire, ensuite comme agent de sécurité à l'Académie de sécurité. Et on nous a affectés dans les services de sécurité. Mais est-il que les choses n'allaient pas toujours très bien, il y avait quelques difficultés, quelques problèmes. Vers la fin de l'année 2000, nous avons traversé le fleuve, nous sommes réfugiés au Congo-Brazzaville. Nous sommes en 2000. Et on nous a accueillis au niveau du HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Là, on a commencé les enquêtes, on a trouvé que nous sommes éligibles. Nous sommes vraiment restés dans la grâce du HCR. Quelques mois après, nous avons suivi comme tout le monde à la radio, RFI. À Kinshasa, il s'est passé quelque chose de grave. On peut avoir assassiné M. Laurent Désiré Kabila. Ça a été pour nous un choc. Il était notre mentor, il était notre patron. Mais on était dépassés, on ne comprenait rien. Voyez-vous, nous sommes même loin de Kinshasa. Bon, on ne pouvait rien, on n'en savait rien, on n'a rien imaginé, on est resté. Curieusement, comme les histoires se font telles que je ne sais pas qui les arrange. Un certain 28 janvier, on a arrêté dans la maison que nous habitions sous le couvert du HCR, parce que nous attendions déjà, nous étions déjà en bonne voie, nous avions déjà les premiers documents du HCR qui accèdent au statut. Nous avions les attestations de prise en charge, ce sont les premiers documents qui font office de statut. On nous a pris par les services de sécurité du Congo-Brazzaville comme pour réseau d'enquête. Un groupe de 19 personnes étrangères dans une maison, quoique connu par les HCR, cadré par les HCR, hébergé là-bas par les HCR. On nous a amenés dans leur service. On a commencé les enquêtes, pas sur l'histoire du Congo, mais sur notre présence au HCR. Monsieur Pascal, qu'est-ce qui avait fait que vous puissiez prendre fuite à Brazzaville? Oui, effectivement, vers la fin de l'année 2000, le mois d'octobre-novembre, il y a eu un mouvement de chasse à l'homme dans les services de la police, de l'armée, de la mer, hommes originaires du Kivu. Et on a arrêté par-ci par-là. C'est ce qui nous avons trouvé qu'on ne pouvait pas se laisser arrêter
pour rien, sans savoir quoi. Comme on ne cherchait même pas de quoi s'agit-il, mais alors nous avons trouvé bon de nous réfugier, de partir. C'est comme ça que nous avons fait. Mais quand il y a eu alors l'assassinat des musées à Kinshasa, et qu'on nous a arrêtés comme réseau d'enquête pour le service d'enquête de Brazzaville, une malchance a fait qu'un certain Bernard Kolela, ancien premier ministre du Congo-Brazza, qui était en exil, condamné par contumace, voulait rentrer chez eux pour participer à la conférence nationale sans exclusive de Brazzaville. Et là, on l'aimait beaucoup. On l'appelait Moïse. Déjà arboré des t-shirts, aller à l'aéroport, aller au port, ainsi de suite. Il a atterri à Kinshasa, il voulait traverser pour participer à leur réunion là. Alors les services de là ont demandé aux services d'ici de l'empêcher. Et les services du Congo démocratique ont demandé à ceux de là, alors vous nous renvoyez les gens de nos services qui sont avec vous là-bas, que vous avez. C'est comme ça qu'on nous a échangé contre eux. Arrivé à Kinshasa, on a manqué peut-être quoi nous incriminer, comment nous poursuivre. C'est alors qu'on nous a mis dans les dossiers qui étaient en vogue à ces jours-là. L'assassinat de M. Laurent Désiré. Pour aller plus loin, après Brazzaville, c'est ce qui s'est passé maintenant. Après maintenant Brazzaville, nous arrivons à Kinshasa. On nous accueille dans les services de sécurité. Et on commence encore à nous interroger. Et alors on nous a impliqués dans cette histoire. On dit, mettez-les dans le dossier assassinat de M. Laurent Désiré. On nous présente devant une commission africaine d'enquête. Cette commission trouve que nous n'avons même pas été, et nous ne travaillons même pas dans ces bureaux là-bas. C'est-à-dire que tout le temps que nous avons été, nous n'étions même pas proches. Il y a eu un procès. Et maintenant, on a décidé même de nous élargir. Cette première commission avait même dit que ceux-ci sont inutiles dans cette affaire. Que peut-être même ceux qui ont fait l'affaire ne sont même pas là-bas, pour les rues, on ne sait pas. En tout cas, nous, et on ne se connaissait même pas, c'est là où c'est un peu bizarre. On a fait maintenant un procès, plus ou moins 2 ans. Et dans les procès, on ne savait même pas nous poursuivre pourquoi. Et c'est comme ça que le procureur général de la Cour d'ordre militaire de ce temps là-bas, paix à son âme puisqu'il est mort, il avait dit dans ce réquisitoire, ces gens ici, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien dit, ils n'ont rien vécu. Ils sont pour rien là-bas. C'est comme de l'herbe. Et alors les avocats ont dit, mais déjà comme ça, vous voulez le retenir encore pourquoi? Libérez-les qu'ils parlent, non qu'on les condamne pour raison d'État. Il a donné maintenant un exemple, il dit, pour un constructeur qui est en train de faire son béton, si l'air retombe dedans, est-ce que ce béton ne va plus être béton, ne va plus servir? On dit, mais c'est de l'herbe qu'on peut enlever, il faut enlever cette herbe et jeter. Il dit non, ça peut rester dedans et on va moudre les deux ensemble. L'herbe est dans le béton. L'herbe est dans le béton. Et c'est comme ça nous sommes vus condamnés. Condamnés à perpétuité pour trahison, mais sans argumentaire. Tous les 19 personnes. Tous les 19. Avec d'autres, puisque au procès nous sommes retrouvés à 135 personnes. 135. Femmes, enfants, jeunes, vieux, fonctionnaires, militaires, civils. J'avais des femmes avec les enfants, tout ça. Et des étrangers, tout ça. Et on ne se connaissait jamais. Mais alors on a dit, apparemment, que nous étions en complot. Or, pour faire un complot, il faut d'abord se connaître. Mais on ne se connaissait jamais. Vraiment, c'est comme ça que ça nous étonne et que nous sommes ignorants comme presque tout le monde, tous les compatriotes. Dans les 135 personnes, vous connaissiez combien ou les 19? Les 19 seulement, on se connaissait seulement à 19. Les autres, on ne connaissait jamais. On ne les a jamais rencontrés. On n'était jamais dans le même service. Les 19 là, vous avez... On était dans le même service. Les 19, on était dans le même service de la NER. C'est comme ça qu'on a pu se connaître. Et on est venus tous des Bukavu. Alors, c'est comme ça que nous avons purgé une prison pendant 20 ans sans savoir pourquoi et comment. Comme on demanderait à un cheveu dans une soupe comment ce cheveu est entré, nous-mêmes on ne sait même pas comment et qu'est-ce qui nous est arrivé. Est-il qu'il y a un moment maintenant, le chef de l'État actuel a pris une mesure de grâce pour nous libérer. Et il nous a libérés. Et jusque-là on demande, l'arrêt n'existe même pas. Puisque nous avons pu rester même en justice au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et là, nous avons gagné les procès contre la République pour dire qu'on devait nous élargir, nous libérer et nous élaminiser.
Alors, si la cour militaire avait trouvé que vous ne savez rien, vous n'étiez pas impliqué, alors qui avait tiré M. Laurent Désiré Kabila? Comme vous tous vous l'avez suivi, même moment que nous, au même moment, au cours de ces procès, on avait parlé d'un certain Rachid. Mais je ne sais même pas compléter les noms parce que je ne connaissais ni des figures, ni des personnes, ni de quoi. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne sais même pas c'est quoi. Et je ne sais même pas qu'a-t-il fait, comment a-t-il fait. C'est comme ça que nous avons toujours dit, et nous continuons à lui dire, à clamer notre innocence. Dès loin ou de près, nous n'avons jamais rien ainsi de ces dossiers. Nous sommes peut-être même les plus ignorants que le monde. Mais si vous avez laissé la grâce présidentielle, c'est-à-dire que vous êtes coupable quelque part? Apparemment, c'est comme ça que ça devait se comprendre. Mais quand on vous dit, il nous a donné une grâce présidentielle, mais il n'existe pas d'arrêt. C'est-à-dire que c'est comme si notre procès n'a jamais existé. C'est comme si notre condamnation n'a jamais existé. C'est comme si... En tout cas, vous ne le retrouvez, on ne nous a jamais signifié. Ça n'existe dans aucun document officiel de ces pays. Ça n'existe nulle part. On les recherche, on ne les retrouve jamais. Ça n'existe pas. C'est pourquoi nous ne voulons pas trop spéculer. Nous ne sommes pas des avocats, des juristes, nous ne le sommes pas tellement. Mais je crois que les juristes pourront dire qu'il n'y a aucune disposition qui peut être applicable sur nous. Nous avons été seulement en détention illégale et irrégulière et injuste. Voilà. Et c'est cela, nous voulons savoir, qu'un jour nous le sachions aussi vraiment. Comment on peut être dans une prison 20 ans durant, gratuitement comme ça, fondé sur rien, sur aucun document, sur aucun jugement, sur aucun arrêt. Et c'est pour cela que vous me trouvez tout le temps parler de la révolution de la citoyenneté. Il doit y avoir du civisme dans tous les domaines, même en matière de justice. Sinon, on tuera des compatriotes gratuitement, on enlèvera comme on voudra. Dans la justice congolaise, il n'y a pas de civisme. Pour notre cas, il n'y a pas eu de civisme. Pour notre cas, il n'y a pas eu de civisme. Puisque c'est irrégulier, illégal et arbitraire. Vous clamez toujours votre innocence. Vous aimeriez qu'il y ait un procès aujourd'hui? Moi, ici, c'est une procédure qui peut encore prouver davantage et nous dire nous-mêmes aussi pourquoi nous avons purgé 20 ans en prison. Je le souhaiterais. Vraiment, on souhaiterait que... Et si, comme vous le dites, c'est presque tout le monde qui se demande et qui cherche, vraiment, ça serait un bien pour le peuple congolais de connaître son histoire et son histoire vraie. Tel quand on le voit, on le doit pour dire qu'il a fait 20 ans en prison dans l'assassinat de M. Laurent Désiré, alors que lui-même ne se retrouve pas pourquoi il a été là. Voyez-vous, quelque part ça fait mal, hein, dans la conscience de quelqu'un, dans son fort intérieur, dans sa personnalité. Ça fait mal d'avoir passé beaucoup de temps comme ça, gratuitement dans un coin où il ne devait pas être et où on ne devait pas les prendre si la justice avait du civisme. Civisme judiciaire, je ne sais pas si on peut en parler ainsi. C'est comme ça que je voudrais que nous, les compatriotes congolais, nous prenions notre conscience en main pour faire des choses acceptables et des actes qui sont dignes des hommes. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir des musées Laurent Désiré Kabila? Parce qu'on a trouvé qu'il avait quand même un estime, il est héros national. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui et de sa lutte? Oui, je suis parmi les fanatiques des musées. Je suis parmi les gens qui l'ont aimé et accepté dans son combat et dans sa lutte, puisqu'il voulait remettre l'homme congolais à sa place et au centre de l'intérêt congolais. C'est-à-dire c'est comme s'il voulait redresser encore la situation de notre pays, qui malheureusement ne fait que se dégrader au fil des années. Il avait une idée de faire une indépendance réelle de notre pays. Indépendance politique, indépendance économique, indépendance sociale. Je crois que s'il avait eu le temps, il pourrait être utile à notre pays. Paix à son âme. J'ai toujours regretté sa mort. On ne lui a pas laissé lui donner le temps d'exploiter vraiment toutes ses idées, toutes ses pensées et de les mettre au profit du Congolais. On ne lui a pas donné le temps de sensibiliser le peuple congolais, de l'éduquer, de l'enseigner, de lui montrer que, comme il le disait d'ailleurs, que les gens se prennent en charge, que nous sommes capables nous-mêmes de nous développer, au lieu de compter sur ce que nous n'avons pas et ce qui nous avilit, ce qui nous rend encore malheureux. J'ai retenu de musée cette idée là-bas, sa philosophie, je l'aimais. J'aimais sa philosophie. Malheureusement,
la plupart des fois, des révolutionnaires et des hommes utiles, peut-être ne vivent pas assez longtemps, mais il est mort, il nous a laissé quand même ces belles idées. Si on peut y revenir pour jouir de notre indépendance, de notre pays, ça serait intéressant. Parce que Dieu nous a aimés, il nous a donné un bon pays tout de même. Et quand même, vous avez fait 20 ans en prison. Vous n'êtes pas sorti sans avoir appris quelque chose, une leçon. Qu'avez-vous appris en prison? Merci pour cette question. Vraiment, j'ai pu l'affirmer et confirmer, sans peur d'être contredit. La prison est une grande école. C'est une très grande école. C'est vrai, j'ai fait des études universitaires et tout et rien. Mais là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris, par exemple, premièrement, la patience. J'ai appris la méditation. J'ai appris l'observation. J'ai appris l'endurance. J'ai appris, je peux même parler de révélation. C'est-à-dire que quand on est en prison, cher journaliste, on a le temps d'observer, de penser, de réfléchir. C'est vrai, on est dans des conditions pas toujours bonnes. Voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé que peut-être au lieu maintenant de penser une révolution armée, violente, ce qui n'a plus de place à ce siècle où nous sommes, je crois qu'il faut penser une révolution de la citoyenneté. Il faut arriver à amener les gens à devenir des citoyens. Mais vous dites que vous nourrissez de la philosophie de M. Laurent-Désiré Kabila. Vous avez aussi fait la prison. Vous savez que Nelson Mandela aussi a fait la prison et après il est devenu président de la République. Pensez-vous faire aussi la politique pour pratiquer, pour mettre en pratique cette philosophie-là de M. Laurent-Désiré Kabila? Bon, une question comme celle-là, je n'ai pas de réponse à donner. Vous avez compris que ma préoccupation, mon souci, est que nous éveillons d'abord nous les peuples congolais pour savoir ce que nous devons faire, même comme politique. Puisque la politique n'est pas un jeu d'enfant, un jeu d'hasard, ou faire comme on croit qu'on fait la politique, ce qu'on est en train de faire. Non, non. La politique, c'est aussi un art. La politique, c'est aussi une gestion des hommes. La politique, c'est aussi une gestion de la société. Et alors, il faut d'abord, je crois, amener les peuples à mûrir, nous tous ensemble, pour penser ce que serait notre politique de demain et qui la ferait. Si le peuple peut trouver qu'on peut aller ensemble avec, on ne refuserait pas la demande du peuple. Mais si le peuple trouve qu'on est mieux pour les sensibiliser, les renseigner, les éduquer, les amener à se prendre en charge, pourquoi ne pas soutenir ceux-là qui sont soutenables? Pourquoi pas les jeunes? Parce que moi je me dis, mais la politique c'est notre pays. Il y a toute une génération, il y a des jeunes gens et autres qui sont en train d'émerger, que j'aimerais voir vraiment émerger même politiquement, pour aussi aller avec l'esprit nouveau, l'esprit conscient, l'esprit des citoyens dans cette matière de politique. Je ne peux pas parler de moi ou de cela, j'ai des ambitions pareilles, je ne sais pas, le temps est là, mais travaillons tous ensemble pour que nous ayons à l'avenir des politiciens dignes. Je sais que dans d'autres pays d'Afrique, il y a même déjà des contrats que les gens signent avec leurs élus, et ainsi de suite, pour permettre à ces électeurs de jouir toujours des travaux de leurs élus. Il doit y avoir des contrats, les gens signent, même si ce n'est pas sur papier, mais les gens se disent, on attend de notre politicien telle chose. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais moi, comme vous me demandez, si le peuple me le demandait, d'abord même ça, j'ai fait un effort pour que nous tous peuples, nous arrivions à cette conscience-là, pour être utiles à nous-mêmes, à nos familles, à notre société, et spécialement à notre pays, pour vivre un pays développé dans peu de temps. Pour finir, si vous avez un mot à adresser, un dernier mot pour finir. Oui. Mon dernier mot est celui-ci, c'est de vous remercier pour cette occasion que vous me donnez d'échanger avec vous et de dire mes préoccupations de temps à autre. Premièrement, la question que vous les journalistes, curieux vous êtes, vous voulez toujours nous poser puisque nous avons été en prison dans ce dossier, de chercher à croire que nous pouvons connaître comment ça a été, qui l'a fait. Je vous ai toujours répondu et je répondrai partout. Je l'ai même fait dès la sortie de la prison à RFI.
je ne connais pas. Nous étions loin. Nous n'étions même pas avec, nous n'étions même pas au pays. Nous n'étions même pas proches. C'est-à-dire que nous, de près, nous ne savons même pas qui a fait quoi. Et nous aimerions un jour connaître cette histoire de notre pays. Nous avons tous été plus ou moins victimes de perdre cet homme en qui nous croyons. Et nous avons encore été victimes de souffrir gratuitement pendant longtemps. Deuxièmement, j'aimerais quand même, vous êtes nos compatriotes, nos concitoyens, que vous sachiez qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités dans la vie de certains de vos compatriotes. Tel est notre cas, mon cas. En exil, entre les mains d'Yasser, avec déjà même un document faisant presque office de statut, mais on nous extrade sans aucun mandat de recherche ou de ceci, arbitrairement. Arrivé ici, chez nous, on nous implique dans un dossier, encore une fois arbitrairement, où on reconnaît même qu'ils sont pour rien, ils ne savent rien. Mais ça n'empêche pas qu'on nous condamne. Pour raison d'État, que je ne comprends même pas jusque-là, ça peut être quoi, c'est quelle infraction, dans quel code. Vous voyez ces petites choses, on peut être vivant, on aimerait savoir c'est comment. On peut mourir, les peuples, les enfants aimeraient savoir c'était quoi au juste. Et le souci est que des choses pareilles n'arrivent plus, que ça n'arrive plus. Soyons des citoyens, un amour du prochain, un amour du compatriote, cherchons les biens des autres, au lieu de chercher les malheurs des autres gratuitement. Même que la justice. Comme j'ai aimé le président passé, le président comme le disait, je laisse à la justice de faire son travail. Il avait foi à la justice, mais que cette justice soit réelle, une bonne justice, qui doit faire le vrai travail et le bon travail. Le président actuel n'a pas foi à la justice avec bon, l'établissement de l'état de droit. Lui, on croit, et jusqu'à nouvel ordre, qu'il a corrigé une injustice du siècle. En nous libérant de cette prison, moi personnellement, j'ai dit qu'il a posé un acte très juste et de justice et qui peut donner de l'espoir, qu'il peut faire encore mieux et travailler la justice pour qu'elle soit plus correcte. Parce que pour moi, il a corrigé une injustice grande, que j'appelais injustice du siècle. Et tenir déjà sans arrêt, sans jugement, pendant longtemps. Merci. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Oui. Merci, monsieur Pascal Marigan, qu'on vous appelle toujours préfet parce que vous avez... J'ai exercé pendant longtemps comme préfet de plusieurs institutions. Oui. Vous avez formé des cadres, vous avez formé des magistrats, dans tous les domaines. Oui. Gloire à Dieu, j'ai aimé, j'ai porté des bons fruits. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était 15 minutes magazine et on parlait de qui avait tué M. Laurent Désiré Kabila. Et le préfet nous donnait sa version, ce qu'il savait. Et j'espère que vous allez être connectés pour la suite, pour l'émission prochaine. Et nous vous disons merci. C'était Divin Chirimami à la présentation. Et derrière la caméra, c'était Bob de Léos Pix. Nous vous disons merci et à bientôt. N'oubliez pas de partager, de vous abonner.